Messieurs, mesdames, bonsoir. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin une réunion consacrée à la Grande Muraille Verte, une initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique. Nadia Maman et Ousmane Sane Abdou. L'objectif principal de cette rencontre initiée par le président de la République est la mobilisation des fonds en faveur de la Grande Muraille Verte. Sortir du One Planet Summit, 19 milliards de dollars ont été donc mobilisés pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, notamment pour les pays de la Grande Muraille Verte, dont le Niger. Et à ce jour, des 19 milliards qui ont été mobilisés, 6 milliards sont mobilisés pour les pays, dont 1,3 milliard pour le Niger. Et cela s'est réparti entre différents bailleurs de fonds comme la Banque mondiale, le FIDA, l'Union européenne, etc. etc. Alors, autour de cette réunion, nous avons discuté des possibilités qui s'offrent au Niger, en tout cas pour proposer des projets bancables afin d'introduire au niveau de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification afin de bénéficier davantage de fonds pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. La mise en œuvre de la Grande Muraille Verte aussi concerne beaucoup de secteurs, aussi bien le domaine de l'environnement que le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de l'hydraulique, de l'énergie, etc., etc. C'est pourquoi le président de la République nous a réunis pour nous instruire d'instaurer une task force qui va réunir tous les acteurs qui concernent la Grande Muraille Verte afin de proposer de façon très urgente des projets que nous allons soumettre pour mobiliser beaucoup plus de fonds pour le Niger. La Grande Muraille Verte, lancée en 2009, s'étend de Dakar à Djibouti sur une longueur de plus de 7000 km et une largeur de 15 km. Suite aux événements tragiques survenus à Tera en novembre dernier et les mesures d'accompagnement pour résoudre ce problème à l'amiable, certains individus essayent d'instrumentaliser ce sujet via des publications sur les réseaux sociaux. Cet état de fait a suscité la réaction des parents des victimes qui, à travers une déclaration rendue publique hier à Tera, appellent au calme et à la retenue. La teneur de la déclaration avec Guy Vincent, porte-parole de ses parents. Nous, population de Tera, parents des victimes blessées et morts, faisons la déclaration suivante. Les événements tragiques de Tera ont entraîné le rappel à Dieu de 3 de nos enfants et 18 blessés, dont 3 graves. Nous prions le Dieu Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour que les âmes des disparus reposent dans son paradis. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux seuls blessés actuellement à l'hôpital national de Niamey en attente d'évacuation. Malheureusement, des insuffisances notoires sont à déplorer dans la gestion et l'encadrement de cette manifestation. Les autorités de ce pays, avec à leur tête son Excellence Bazoum Mohamed, ont promptement pris en main la situation. Inutile de s'attarder sur les mesures administratives prises et le très touchant déplacement à Tera de la forte délégation de ministres, de députés et des responsables de nos forces de défense et de sécurité conduites par le tout nouveau ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Au regard de tout ce qui précède, nous, parents des victimes, premièrement, déplorons la survenue de ces événements tragiques et implorons le Tout-Puissant pour que plus jamais de tels événements à Tera. Deuxièmement, décidons d'organiser le vendredi une prière collective pour le repos des âmes des disparus et que prévalent la paix des cœurs et des esprits, la sécurité et la quiétude dans notre sous-région au-delà de toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, nous rappelons que le dédommagement des familles des victimes est le résultat d'un consensus convenu entre nous. Quatrièmement, prions les uns et les autres à cesser toute instrumentalisation de ces événements pour le repos des âmes des disparus. Cinquièmement, réitérons notre reconnaissance à son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Enfin, nous sollicitons du gouvernement, sous la conduite de son Excellence, M. Oumoudou Mahamadou, encore plus de détermination et d'efforts pour que notre zone retrouve la paix et la sécurité indispensables à son développement. Fait à Tera le 29 mai 2022. Le comité
des parents des victimes. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue en début de matinée ce lundi sous la présidence de Seyni Oumarou, président de la dite institution. Au cours de la réunion, les membres de cette instance parlementaire ont procédé à l'examen et à l'adoption des modifications à apporter à l'ordre du jour et au calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois. Ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2022. D'importants points sont à l'ordre du jour de la session ouverte par le président du Conseil supérieur de la communication. Compte rendu Jemila Amadou et Mohamed Soumana. Le projet d'ordre du jour de la présente session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2022 comporte 5 points. On peut citer l'examen et l'adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'avril 2022, une information sur la dite institution, l'examen de la décision du 29 avril 2022 portant suspension provisoire d'une émission religieuse sur les antennes de la radio Niger 24 ou encore l'examen et l'adoption des rapports des commissions d'instruction. Permettez-moi également de m'appesantir sur le point relatif à l'examen de la décision numéro 15/PCSC-DAJC du 29 avril 2022 portant suspension provisoire d'une émission religieuse diffusée sur les antennes de la radio Niger 24 FM. Ce point est inscrit à l'ordre du jour de la présente session en application des dispositions de l'article 18 nouveau de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et les textes modificatifs subséquents qui disposent, je cite, qu'en cas de manquement aux obligations qui s'imposent aux organes de presse publics et privés et aux moyens de communication en général, le président ou le bureau du Conseil supérieur de la communication peut, selon la gravité du manquement, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 17, 19, 20 et 21 de la présente loi, prendre l'une des mesures conservatoires suivantes. L'arrêt immédiat de la diffusion de l'émission, l'interdiction de la rediffusion de l'émission, la suspension provisoire de l'émission ou la fermeture temporaire de l'organe. Les mesures conservatoires ci-dessus énumérées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil supérieur de la communication. Fin de citation. Le Conseil supérieur de la communication de ces initiatives a comme partenaire l'Office fédéral allemand de la communication OCFOM qui met l'accent sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il devra y avoir une discussion au sein même du CSC pour voir quelles mesures pourront être adoptées, avant tout pour éviter le discours de la haine, la désinformation, qui sont les deux grands fléaux que nous avons identifiés sur les plateformes numériques telles que Facebook, Twitter, etc. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de mai 2022 prendra normalement 5 jours. La première réunion annuelle conjointe des CREFIAF entendait commission technique du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone subsaharienne se tient depuis ce matin à Niamey. Il s'agit de faire le point de la mise en œuvre des plans de travail annuels 2022. Compte rendu Nana Maria Moutari et Hamidou Abdoulaye. Conformément à sa mission, le Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l'Afrique francophone et subsaharienne CREFIAF prévoit la tenue de 2 réunions par an de ces commissions techniques dont la présente. Ceci dans le but d'assurer un suivi des activités et d'apporter en temps opportun les correctifs et orientations nécessaires pour l'atteinte des objectifs assignés. La rencontre qui s'ouvre aujourd'hui représente une opportunité d'échange. Elle contribue à la mise en œuvre du plan stratégique du CREFIAF 2019-2024 et par ricochet des plans d'action triennaux 2022-2024 et des plans de travail annuels de l'année 2022. Dans ce cadre, il importe de reconnaître que la mise en œuvre des 10 plans revêt une importance toute particulière en ce que notre organisation évolue dans un monde en perpétuelle mutation au regard, entre autres, des questions émergentes telles que les pandémies sanitaires et des questions environnementales. Le représentant du CREFIAF
a souligné que ces assises, qui regroupent l'ensemble des membres des deux commissions, à savoir la commission chargée du renforcement institutionnel et des questions des genres et la commission en charge du renforcement des capacités professionnelles, est une occasion pour cette organisation sous-régionale de cheminer résolument vers la matérialisation des projets et initiatives communs. Au regard de ce qui précède et de la prise de conscience collective qui se dégage de votre présence massive en ces lieux, je n'ai aucun doute quant à l'issue de nos travaux. Le premier président de la Cour des comptes s'est réjoui de l'honneur fait à son institution pour accueillir ces assises. Professeur Nare Omarou a également situé le bien fondé de la réunion. Cette rencontre revêt donc une importance capitale et la tâche qui vous attend est grande. Vous devez, durant les 5 jours que dureront vos travaux, atteindre impérativement les résultats assignés à la présente réunion. C'est pourquoi je vous exhorte à être attentif, participatif et assidu au sein de vos différentes commissions. À noter que les travaux de cette réunion, qui dureront 5 jours, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2024 qui vise à renforcer les capacités des institutions supérieures de contrôle des finances publiques des États membres. Nous avons sur ce plateau un invité, Dr Mahamoudou Hamadoun, directeur général du Centre régional d'agro-hydrométéorologie Agrimet. Monsieur Mahamoudou, bonsoir. Bonsoir. Vous organisez une conférence internationale sur le changement climatique du 31 mai au 2 juin. Quels sont les objectifs de cette conférence? Merci beaucoup. Effectivement, nous organisons du mardi 31 mai au 2 juin une conférence internationale sur le changement climatique. Comme vous le savez, les changements climatiques constituent aujourd'hui une réelle préoccupation pour le monde entier. Mais pour la région Sahel-Afrique de l'Ouest, c'est une réelle préoccupation, une très grande priorité pour nous. Et à ce titre, en tant que centre régional, centre climatique pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, nous devons d'animer la scène régionale. Nous devons de produire des connaissances, nous devons également d'orienter nos politiques en vue d'une lutte efficace contre les effets des changements climatiques. Et à ce titre, cette conférence vise à renforcer les capacités en termes d'atténuation, d'adaptation aux effets des changements climatiques. Et pour cela, nous voulons partager les expériences des acquis, les expériences des innovations, et aussi les gaps en matière de recherche, mais également de vulgarisation au niveau de la région Sahel-Afrique de l'Ouest. Et quel contexte justifie cette conférence? Le contexte, il est mondial. Il est mondial parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, comme je le disais, constitue une réelle préoccupation au niveau mondial. Et notre espace, la région Sahel-Afrique de l'Ouest, constitue l'une des régions les plus vulnérables au monde aujourd'hui. Et donc ça, c'est un premier élément contextuel face à cette situation et face à certaines évidences, telles que cette tendance haussière des températures au niveau de notre espace, mais également cette tendance de baisse de la précipitation dans certains pays de notre espace. Nous devons d'aller vers en fait des mesures et des innovations permettant en fait une adaptation de nos pratiques. Et dans le cadre en fait de cette conférence, le secteur qui est visé, c'est le secteur du développement rural. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la foresterie, parce que essentiellement les impacts du climat portent sur plusieurs domaines, mais pour cette deuxième conférence, le focus sera mis essentiellement sur le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, bref, le développement rural en gros, pour en fait rechercher tout ce qui peut permettre en fait à nos pays de pouvoir en fait adopter des bonnes pratiques, des pratiques éprouvées et qui leur permettent de faire face à ces effets du climat qui, il faut le dire, constituent en fait ont un impact réel sur le développement de nos populations dans l'espace Sahel-Afrique de l'Ouest. Et quels sont les autres résultats attendus de cette conférence? Alors, nous attendons de cette conférence un certain nombre de résultats. D'abord, le premier résultat que nous attendons, c'est de faire un partage
un partage des acquis, savoir quels sont les acquis aujourd'hui en matière de vulnérabilité, en matière d'adaptation et d'atténuation. Et une fois que ces acquis sont connus, identifier les gaps. Parce qu'en fait, cela est très important pour nous. Quels sont les besoins en termes de production de connaissances? Quels sont les besoins en termes d'innovation? Quels sont les besoins en termes de recherche et de vulgarisation? Nous avons besoin de ça puisque c'est ce qui permet d'orienter la recherche et de nous pouvoir, en tant qu'institution technique et scientifique, puisque ce sont les scientifiques des sommités du monde qui ont été invités à cette conférence. Alors, à ce deuxième résultat attendu, il faut dire qu'en fait, les actions ou ce que nous développons devraient permettre d'orienter les politiques au niveau de nos États. Nous devons leur fournir des conseils, les orienter pour qu'ils prennent des décisions idoines et qui permettent en fait d'aider les populations qui sont à la base de pouvoir en fait s'adapter à cette situation des effets des changements climatiques. Alors, un des résultats attendus également, c'est qu'aujourd'hui, dans le concert chez des scientifiques, il nous faudrait aller vers en fait la création d'un cadre de concertation au niveau régional pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Cela est spécifique. Dans tout le reste du monde, il y a des réflexions qui se font sur le climat et nous devons en fait, au niveau du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de nous doter d'un tel type de cadre pour permettre de mettre en fait nos efforts ensemble, réfléchir, et en tant que centre technique pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, nous nous devons d'assurer cette coordination et de pouvoir en fait animer cette scène voilà, au niveau de notre espace. D'accord. Docteur Mahamoudou Hamadoun, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre régional d'agro-hydrométéorologie Agrimet. Oui, merci beaucoup. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle a lancé ce matin au Centre de formation et de perfectionnement professionnel les examens du CFPP, AMA et CET. Des examens qui se déroulent normalement sur toute l'étendue du territoire. Zenou Bolmé et Hassan Moussa pour le point. Après 3 ans de formation pour le CFPP et AMA, et 4 ans pour le CET, dans diverses filières, les élèves de centres de formation professionnelle débutent ce matin les examens du certificat d'aptitude professionnelle. Comme de coutume, c'est l'ouverture de l'enveloppe scellée qui marque le début des épreuves. En lançant cet examen, le ministre en charge de l'enseignement professionnel s'est dit satisfait de l'organisation sur l'ensemble du territoire national. Nous nous réjouissons des conditions de démarrage de cet examen sur l'ensemble du territoire. Les 14 jurys sont opérationnels. Pour l'ensemble, nous avons 5636 candidats, dont 41% c'est des filles. Le président du jury lance quant à lui un appel d'abord à l'État afin d'accompagner ces secteurs promoteurs pour tout développement, ensuite à la jeunesse pour répondre à l'appel des autorités pour les formations. L'appel que je lance, l'État doit créer les conditions pour que ce niveau d'enseignement puisse quand même retrouver ses lettres de noblesse. Parce que l'avenir de notre pays, si on veut être émergent, l'émergence passe par l'enseignement technique et la formation professionnelle. Sinon, en dehors de ça, c'est une illusion. Donc, c'est qu'on mette les moyens, parce que c'est les équipements. Il faut équiper les ateliers. Ça, il revient à l'État d'équiper les ateliers pour que les produits de ce centre-là puissent être des produits de qualité sur le marché du travail. Et ils vont trouver du travail. Et quand ils trouveront du travail, c'est que le taux de chômage va se baisser. Les centres de formation, des écoles qui ont cet avantage non de moindre, celui de fournir des éléments aptes à être sur le marché du travail, luttant de ce fait efficacement contre le chômage et l'oisivité. Et nous allons à Zender où la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a procédé ce matin à l'installation officielle de l'antenne régionale de la Caisse autonome des retraités du Niger, Kareni de la région. Plus de précisions avec Abdelkader Nana Balkissa et Maman Ousmane.
Arrivée hier après-midi dans la cité du Damagaram, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Madame Daoura Hadiza Kafougou, a entamé son agenda en ce début de semaine ici à Zander avec l'inauguration de l'antenne régionale de la Caisse autonome des retraites du Niger, Kareni, au titre de la région de Zander, et dont la présente cérémonie consacre le lancement officiel. La Kareni, en vue d'améliorer la gestion administrative et financière des pensions de retraite des agents de l'État et aux ayants droit. L'installation aujourd'hui de l'antenne régionale de la Kareni à Zander répond aux soucis majeurs des plus hautes autorités de notre pays de rapprocher la Kareni de ses usagers et rendre l'accessibilité du service public délivré par la Kareni une réalité. Les usagers du service public de la Kareni, c'est-à-dire les retraités ou les bénéficiaires de pensions de réversion de la seule région de Zander, sont actuellement estimés à 3017. Au titre de la région de Difa, il est dénombré 694 usagers, soit un cumul de 3711 usagers qui peuvent s'adresser désormais à cette nouvelle antenne régionale pour toute prestation plutôt que de faire le déplacement à Niamey. Une initiative bien appréciée par les autorités locales. Ainsi, les fonctionnaires civils et militaires et les pensionnés ont désormais l'opportunité de se rendre dans les représentations nationales pour toute information sur la question de la retraite. C'est en cela, Madame la Ministre, que votre initiative de mettre en place des antennes régionales de la Kareni est à saluer et à encourager. Cette installation de l'antenne régionale Kareni de Zander par la ministre Hadizatou Kafougou intervient après celle de Maradi et Tawa. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lui, a effectué ce week-end une visite dans la région de Maradi pour s'enquérir de l'état des équipements et de la situation de l'alimentation d'eau potable dans la région. Compte rendu Gunga Gibrima et Nassir Nakakle. À Maïzirgi, première étape, Adamou Mahama a constaté de visu l'état des installations hydrauliques globalement satisfaisant. Il a relevé la nécessité de densifier les réseaux et renforcer les forages. À Tessawa, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a visité l'un de ces forages qui alimente la ville de Tessawa, dont les besoins se chiffrent à 2096 m3 jour pour une capacité de production de 4080 jours. Même constat à Gazawa, où les besoins sont aussi de plus en plus croissants. Après la visite de l'un des deux forages de la ville, la délégation s'est rendue au niveau du mini AEP de Tchadwa, où la gestion de la mini AEP se pose avec acuité. Le ministre a appelé tous les acteurs à prendre leurs responsabilités pour une meilleure desserte de la population en eau potable. La délégation a aussi visité le PA de Dodo, réalisé par l'ONG AMA, dont le contrôle de la qualité fait défaut. Le ministre a instruit les services compétents à traiter ces cas dans le meilleur délai. À Issa, la délégation a visité le champ de captage de Angwel Mata et les travaux de remise en service de la conduite de refoulement de Issa, où les travaux se poursuivent. À Tibi, la délégation a visité le forage de la localité. Dans la ville de Maradi, la délégation ministérielle a visité le réservoir numéro 3, le forage numéro 22 et 23. À ce niveau, comme dans toutes les localités sous le périmètre de la Seine, les problèmes relevés sont essentiellement liés à la pénurie d'eau constatée en période de canicule, due notamment à la baisse des tensions électriques. Ainsi, l'État, à travers la SPEN, a pris des dispositions pour doter l'essentiel des centres urbains en groupes électrogènes et d'autres infrastructures de base, notamment des forages et des réservoirs, dans le cadre du projet 3 capitales régionales, dont Maradi, qui a bénéficié de 45 forages. Au niveau de la ville de Maradi, il est question d'identifier un nouveau champ de captage. Le nouveau champ, c'est là où on doit aller prospecter pour voir qu'il y a suffisamment de l'eau de qualité et tirer cette eau pour alimenter la ville de Maradi. Il est prévu de réaliser aussi deux nouveaux réservoirs de 2000 m3 chacun.
Mais mieux, il y a quand même 45 forages qu'on doit réaliser au niveau de ce champ-là. C'est-à-dire si ce projet, dans les conditions optimales, voit le jour d'ici fin 2023 ou 2024, les besoins de la ville de Maradi seront couverts jusqu'à 2035. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu aussi chez les leaders coutumiers pour s'imprégner davantage de la réalité. Au terme de la mission, le ministre Mahaman Adamou s'est rendu à l'hôpital de référence de Maradi, véritable joyau de par la propriété des lieux et la qualité des équipements qui s'y trouvent. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre demain 31 mai 2022 la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, dans un message, met l'accent sur les mesures prises en vue de mieux contrôler l'offre et la demande des produits de tabac à tous les niveaux. Compte rendu Achadbawa et Abdoulaye Ali. Le tabac est une cause majeure de décès, de maladies et d'approvissement. Elle est l'une des principales causes évitables de mortalité dans le monde. La commémoration de la Journée mondiale sans tabac est instituée pour permettre une prise de conscience globale sur les dangers du tabac pour la santé des consommateurs comme de leur entourage. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le tabac tue jusqu'à la moitié de ceux qui le consomment. Actuellement, le tabac fait plus de 8 millions de morts chaque année. Plus de 7 millions d'entre eux sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. Parmi le 1,3 milliard de fumeurs que compte le monde, plus de 80% vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires comme le Niger. Notre pays, loin d'être épargné par les multiples conséquences du tabac, continue malheureusement d'en payer les frais, comme en témoignent les chiffres révélés par la dernière enquête STEP réalisée en 2021 par le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. L'édition 2022 de cette journée mondiale sans tabac est placée sous le thème « Le tabac, une menace pour notre environnement ». Dr Idi Ilyasu Menassara a situé l'importance du choix du thème qui cadre parfaitement avec les préoccupations actuelles du monde qui, plus que jamais, par le passé, fait face à des graves problèmes environnementaux. Il vise à sensibiliser le grand public par rapport à l'impact du tabac sur l'environnement, tant du point de vue de sa culture, de sa production, de sa distribution, que des déchets qui en sont issus. L'industrie du tabac contribue au changement climatique et amoindrit la résilience face à ces changements, gaspille des ressources et endommage les écosystèmes. Chaque année, en effet, environ 3,5 millions d'hectares de terres sont détruits pour y cultiver du tabac. Cela a pour conséquence directe la déforestation, une dégradation des sols et une baisse des rendements. Le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales a aussi mis l'accent sur les mesures urgentes qui doivent être prises en vue de mieux contrôler l'offre et la demande des produits du tabac à tous les niveaux. Ces mesures sont les suivantes. L'application stricte des avertissements sanitaires graphiques, la forte taxation des produits de tabac, la mise en place de mécanismes d'aide au sévrage tabagique, la lutte contre le commerce illicite des produits du tabac, le renforcement de la réglementation, particulièrement sur la prévention de l'ingérence de l'industrie du tabac, la surveillance des mesures de l'introduction de la publicité, de la promotion et du parrainage des produits de tabac. Pour finir, Dr Idi Ilyasu Menassara a tenu à informer l'opinion publique que la diminution de la consommation de tabac reste et demeure un levier essentiel pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Aussi, le durcissement de la législation à travers l'application et le renforcement des dispositifs existants pour rendre les producteurs responsables des coûts environnementaux et économiques des déchets issus des produits du tabac doivent être un élément essentiel de notre législation anti-tabac.
Actualité internationale à présent, le journaliste français Frédéric Leclerc a été tué en Ukraine. Il se trouvait à bord d'un bus humanitaire pour un reportage aux côtés des civils en train d'être évacués. Paris appelle à l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. Chacun sache ce qui se passe. J'ai parlé au président Zelensky. Je lui ai demandé de faire tout son possible pour que les autorités ukrainiennes nous aident et permettent le retour de votre confrère à sa famille le plus rapidement possible, une fois que les formalités légales seront accomplies. Il m'a promis qu'il aiderait. De même, j'ai appelé le gouverneur de la région et après qu'il m'a informé sur les circonstances de ce drame, je lui ai demandé également son aide. Ils nous l'accorderont également. Je voulais vous dire aussi mon respect. Votre travail est indispensable, mais s'il vous plaît, faites attention. Voilà. Nous sommes dans un pays en guerre. Mesurez toujours la nécessité d'informer et les risques que vous prenez le plus justement possible. Vous demandez quoi concernant l'enquête ? L'enquête sera menée par les autorités ukrainiennes. C'est une zone d'ailleurs qui n'est pas accessible, qui est une zone de combat. Et nous serons en lien par le canal de l'ambassade, par le centre spécialisé du Quai d'Orsay pour avoir les remontées d'informations sur les circonstances précises qui sont celles que vous connaissez, un convoi qui part, un journaliste qui insiste pour monter dans ce convoi et malheureusement un obus qui tombe à proximité et qui le blesse mortellement. Comme chaque lundi, nous arrivons à présent à la page des sports. Cette compilation de l'information sportive qui fait l'actualité est présentée par Abdelaziz Issaka. Des informations sur le football, la pétanque, le duathlon avec le championnat africain de la discipline organisé au Niger. Suivez plutôt. C'est un cavalier ambitieux pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui était face à la presse ce matin pour dévoiler la liste des joueurs convoqués pour la compétition. Au poste de gardien de but, outre Naïm Ven Atenoven, Daouda Kassali, Mamadou Tanja, on note l'arrivée de Habiboulaye, le jeune portier des U20 à la Coupe UFOAB. Il signe ainsi sa première sélection en équipe A. Comme lui, Rahim Bonkano, le joueur qui évolue en Espagne, convainc Cavalli à la suite du tournoi de Mauritanie et rejoint le groupe. Au poste de défenseur, on y trouve à ce niveau Razak Seni, Djibilla Moussi, Aboulaye Katakore, Nasser Adamou, Ousmane Diabaté, Aziz Ibrahim et Karim Doudou. Au poste de milieu de terrain, on note l'absence de Mohamed Ali, mais on retrouve des cadres comme Mohamed Wonkoy, Mahamadou Sabo, Oumarou Dibali, Moumouni Darakoum et Hassan Amadou Adamou. Moussa Kassa, Djibilla Goumaïdi Besto et Mustafa Sabo découvrent quant à eux la sélection A. En attaque, on retrouve Mohamed Sissé, Daniel Sosa, Amadou Moutari Kalala, Issa Djibrilla, Abdul Kairou Mustafa, Salam Boulassan, Zakari Victorien Adebayor et le jeune attaquant de l'AS Fan, Marou Boubaka. Ces joueurs qui sont là aujourd'hui, je pense qu'ils sont là pour le MENA. Et pas pour leur cause personnelle. Et non seulement je suis sûr, mais ils me l'ont prouvé. Et voilà une de mes philosophies, parmi tant d'autres. C'est que le joueur qui vient en pensant que c'est le MENA qui lui doit, il ne m'intéresse pas. Même s'il y en a qui ne sont pas là, qui ont véritablement prouvé qu'ils étaient de bons joueurs, n'étaient jamais au service de l'équipe. Et toutes ces petites qualités, rassemblées tout ensemble pour l'équipe, fait forcément pour moi un meilleur espoir de qualification. La liste est constituée de 29 joueurs, mais seulement 25 participeront aux rencontres prévues le 4 juin à Cotonou et le 8 juin à Kampala, respectivement contre la Tanzanie et l'Ouganda. Ce 28 mai 2021, la Fédération nigérienne de triathlon a organisé en collaboration avec la Confédération africaine de triathlon à Niamey au Niger le championnat africain de diathlon. Cette compétition, qui a enregistré la participation de 3 pays africains, a vu le sacre au classement général du Niger, suivi du Centrafrique et du Sénégal. Les athlètes ont compéti dans 3 catégories, en hommes et en dames.
Du 27 au 29 mai 2022, la région d'Agadez a abrité les compétitions qui entrent dans le cadre de la 9e édition de la Coupe nationale de la Concorde de pétanque. Cette compétition, organisée par la Ligue régionale d'Agadez, a vu la participation de toutes les régions du pays. C'est la région de Niamey qui a remporté la coupe et le prix de 1 million de francs CFA devant Agadez, deuxième. C'est sur cette page sportive que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.